Bretagne 5, où il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Éric Laurent, président de Renaissance Côte d'Armor, notre invité politique dans la matinale, puisqu'on va parler de politique et aussi beaucoup d'ailleurs d'Europe. Bonjour Éric Laurent. Bonjour Stéphane Hamon et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Bretagne 5 ce matin. Alors, vous m'avez confié tout à l'heure avant d'entrer en studio que la campagne se passait bien avec beaucoup de tractage, on le dit comme ça. Quel est l'accueil sur les marchés lorsque vous faites du porte-à-porte ? Alors la campagne, nous, on l'a démarrée. Alors je représente Renaissance, mais je suis aussi le correspondant de campagne pour l'ensemble des partis de la majorité qui porte la liste Besoin d'Europe avec notre tête de liste Valérie Hayé. Bon, l'accueil de tout temps sur les marchés, vous avez des gens, des personnes, quand vous tractez, qui prennent le tract et qui s'éloignent rapidement, d'autres avec lesquels on va nouer le dialogue. Ça peut discuter un petit moment, d'autres avec lesquels ça va discuter beaucoup plus longtemps, parce qu'on n'est pas alignés sur les mêmes planètes politiques. Et voilà, mais nos militants sont sur le terrain, je crois que je l'avais dit, depuis la fin de l'année dernière, depuis l'automne. On a porté le bilan de 5 années du groupe Renew dans lequel nous nous situons, la majorité présidentielle, nos députés français. Ce bilan est exceptionnel. Un bilan qui s'est trouvé, 5 années qui se sont trouvées avec la présidence française de l'Union européenne. Le premier semestre 2022, ça fait déjà maintenant il y a 2 ans on y était, et avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc nous, on était à l'automne, on a porté les résultats pour lesquels nous avons travaillé, Valérie Hayé avec l'ensemble du groupe Renew. Et puis maintenant, depuis quelques mois, quelques semaines, nous sommes sur le programme. Voilà, nos militants sont sur le terrain quasiment tous les jours. Moi, j'étais hier matin à Trégastel, sur le marché. Dimanche matin, avec d'autres militants, nous étions à Plestin-les-Grèves. Demain, on sera ailleurs. Voilà, on continue tous les jours. On fait du porte-à-porte aussi, voilà, pour aller rencontrer les gens sur le seuil de leur maison, de leur appartement. C'est un moment privilégié pour échanger. Voilà, nous continuons. Nous faisons campagne car nous avons besoin d'Europe. Alors, ce besoin d'Europe, il correspond aussi à une forme de défiance, on en avait parlé. On le voit ce matin avec les nouveaux sondages qui donnent 34%. La barre a été franchie, j'allais presque dire, pour le Rassemblement national. Alors là encore, on va prendre ça avec grande prudence, ça ne reste que des sondages. Et cette campagne qui a du mal à décoller pour Valérie Hayé, que l'on dit bonne technicienne, mais qui a un peu plus de mal à être dans la lumière. Alors, les sondages, on va le dire comme ça reste des sondages. Je crois que 2019, il y avait des sondages qui donnaient des intentions de vote, et à l'arrivée, le soir des élections, le résultat était très sensiblement différent pour un certain nombre de listes. Donc les sondages, on les prend toujours avec précaution. Nous, ce que nous faisons campagne. Et je voudrais d'abord, en préambule, dire quelque chose. Ne confondons pas des élections nationales et des élections européennes. Vous avez cité le Rassemblement national qui est donné en tête des intentions de vote. Le Rassemblement national fait depuis des mois de ces élections européennes un enjeu national, simplement. Une forme de primaire. Ils ont nationalisé le débat sur les élections européennes. Jordan Bardella ne parle jamais d'Europe, d'ailleurs. Pour qu'il en parle, il faudrait qu'il ait quelques idées. Et je crois que lors de son débat avec Gabriel Attal la semaine dernière, il avait ses notes, il avait son téléphone, ses SMS qui défilaient en permanence. Gabriel Attal en face n'avait aucune note. Mais très objectivement, d'un côté, on avait Gabriel Attal qui connaissait les sujets dont il parlait, et de l'autre côté, on avait un Jordan Bardella en grande difficulté. Donc quelqu'un qui prétend aux plus grandes responsabilités, qui n'est même pas capable de faire un débat en tête-à-tête avec un minimum d'arguments sans aller puiser dans ses notes. Ça m'a rappelé d'ailleurs un débat entre Emmanuel Macron en 2017 et Marine Le Pen, qui fut en perdition malgré toutes les notes qu'elle avait. Donc je crois qu'il y a un moment, soit on a une idée de ce que l'on veut, et je remets le sujet de l'Europe, soit on a une idée de l'Europe que l'on veut, des projets que l'on veut mener, avec d'autres Européens. Parce qu'en Europe, au Parlement,
il faut être plusieurs. Il y a 705 députés, il y a 81 députés français, c'est pas la France qui dicte aux autres comment les choses vont se passer. Et donc c'est à chaque fois, chaque texte, un compromis qu'il faut aller chercher sur une ambition de travailler avec des partenaires qui n'ont pas tout à fait la même sensibilité que vous, mais qui sur un projet, sur un texte, ont envie d'aboutir. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. C'est ce que nous faisons, c'est la méthode de travail que nous avons. Et Valérie Ayé a été une des chevilles ouvrières de ces textes, de ces projets qui ont été des projets votés au Parlement avec un compromis. J'en prendrai qu'un par exemple. Le plan de relance après Covid en 2020. Près de 800 milliards d'euros au niveau européen. Un plan de relance qui était de l'ordre de 100 milliards d'euros en France consacrés aux entreprises innovantes, aux collectivités, avec près de 40 milliards d'euros de l'Union européenne. Eh bien, le Rassemblement national a voté contre. Monsieur Glucksmann a voté contre. Chacun a pris ses responsabilités. Nous, on a pris les nôtres. On a négocié ce plan. On l'a porté et on l'a fait vivre. On parlait de forme de primaire quelque part. Là encore, le débat est un peu franco-français, hein, je vous l'accorde, Éric Laurent. Mais on parlait d'une forme de primaire en vue de l'élection de 2027. Est-ce qu'il y a aussi un rejet de la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui, un rejet d'un bilan finalement? Est-ce que vous payez un peu, si vous me permettez le terme, il est un peu fort, est-ce que vous payez un peu ce bilan? Je crois que le Macron bashing est installé de par un certain nombre de partis politiques, je vais dire très clairement gauche, extrême droite, depuis la défaite des uns et des autres aux élections présidentielles de 2017. Voilà, certains n'ont pas digéré cet épisode où ils n'ont pas gagné. Et puis, Emmanuel Macron a fait ce à quoi il s'était engagé aussi bien en France qu'en Europe. Je voudrais redire à nos auditeurs, Emmanuel Macron a fait un discours à la Sorbonne en septembre 2017. On est au cœur de l'Europe, là, on parle Europe aujourd'hui. C'est le premier discours de la Sorbonne. Le premier discours de la Sorbonne, septembre 2017, ça doit être le 22 ou le 23 septembre, j'ai plus la date précise en mémoire, où il a posé les enjeux européens de souveraineté, d'indépendance, de sécurité. Et les années qui ont suivi nous ont montré combien il avait raison. Il y a eu depuis, en 2024, un deuxième discours de la Sorbonne. Mais moi, j'invite nos auditeurs à regarder ce qui était écrit, qu'a dit Emmanuel Macron en 2017. Eh bien, il annonçait qu'il fallait se renforcer en termes de sécurité, de défense. Qu'est-ce qui s'est passé? L'agression de la Russie sur l'Ukraine? Et qu'est-ce qui empêchera Poutine d'aller attaquer un pays de l'Union européenne? Aujourd'hui, rien ne permet de le dire. Rien. D'ailleurs, d'autres pays proches de la Russie, j'entends par les frontières, par la géographie, frappent à la porte de l'Union européenne aujourd'hui. Oui, parce qu'ils pense à la Géorgie, par exemple. Bien sûr, parce qu'ils pensent que, et ils ont raison, qu'un territoire qui aujourd'hui est composé de 450 millions d'habitants avec 27 pays est un territoire de stabilité, de croissance et d'innovation. Et donc, effectivement, vous avez des pays qui frappent à la porte de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on ira un jour à 40 ? Je n'en suis pas certain. Mais il y aura quelques adhésions, je le souhaite, dans les années futures, parce qu'on peut encore se développer un petit peu. Mais la zone euro, l'Union européenne est la deuxième puissance économique au monde. Et aujourd'hui, vous avez d'un côté la Chine qui n'a de cesse, par un dumping financier, par des subventions, d'essayer d'inonder l'Europe avec ses produits. Et de l'autre côté, les États-Unis avec le Patriot Act qui a été porté par Joe Biden, qui est porté pour pousser les exportations des États-Unis. C'est exactement le même sujet. Alors la question, elle est, je crois que je l'avais dit, est-ce qu'on veut plus d'Europe, une Europe plus forte, une Europe qui renouvelle, qui redémarre sa souveraineté industrielle, ce qu'on avait laissé filer dans les années 80. On a laissé filer l'industrie, on s'est dit on fera les services, c'est beaucoup plus... Voilà. Eh bien on a eu tort, on a perdu beaucoup d'industrie. Est-ce qu'on veut donc plus d'Europe, mieux d'Europe, avec une stabilité, une sécurité, une croissance verte Une croissance verte, parce qu'on peut, on sait faire de l'innovation verte, ou est-ce qu'on ne veut plus d'Europe? Chacun se replie sur soi, et croyez-moi, c'est vraiment pas la solution, parce que, pour ne reprendre qu'un exemple, la France, c'est 67 millions d'habitants, 1% de la population mondiale.
Et dans un marché, dans un monde qui est ouvert, qui est globalisé, 67 millions de personnes, vous pouvez essayer de dire, comme certains candidats, on va tout produire en France et on n'aura pas besoin des autres. On a besoin des uns et des autres. Ensemble, on est plus fort. Alors, avec une Europe un peu chahutée, vous faisiez allusion à l'instant, Éric Laurent, aux grands géants que sont la Chine. On peut encore considérer la Russie aussi, même si, comme un géant à côté de nous, en tout cas avec une forme d'influence. Les États-Unis, qui risquent d'avoir peut-être beaucoup de changements au niveau politique avec les élections à mi-mandat en novembre et peut-être le retour de Donald Trump et d'une forme de protectionnisme encore exacerbée. Oui, et au-delà de ce protectionnisme, enfin, ce qui est inquiétant, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, très, très, très concrètement, on l'a bien vu. Alors vous citiez la Russie comme puissance, la Russie est un peu une puissance qui a été, mais qui est moindre, mais qui a des alliances avec la Chine, qui a des alliances avec la Corée du Nord, qui sait faire du commerce avec l'Iran. Bon, c'est pas forcément les pays que nous préférons, l'Iran, la Corée du Nord. C'est pas forcément les modèles de démocratie sur lesquels... Enfin non, c'est même une horreur quasiment. Et à côté de ça, vous avez les États-Unis, avec un retour peut-être de Trump au mois de novembre, lors des élections présidentielles américaines. Et Trump continuera et accélérera une politique de America First, comme il a déjà porté, mais surtout, il a dit qu'il renoncerait à l'OTAN. Voilà, pas de politique pour défendre l'Europe, elle doit se débrouiller. Non, l'Europe se débrouillera. On approche du 6 juin 2024. Il y a 80 ans, des soldats venus des États-Unis, venus du Canada, venus d'Angleterre, quelques Français qui étaient partis à Londres avec le général de Gaulle, des Australiens, des soldats de pays libres qui aiment la démocratie, sont venus mourir à la première seconde du débarquement sur les plages de Normandie. Il y a un respect énorme pour le sacrifice qu'ont fait ces pays, ces familles, ces âmes qui sont venus défendre la liberté en France. Et dans le monde chahuté que l'on voit aujourd'hui, on voit des résurgences de ce qui a été ce conflit extraordinairement affreux. Donc, à un moment, c'est quelle Europe voulons-nous ? Effectivement, si Trump est élu et coupe les liens avec l'OTAN, comment l'Europe se défend ? La France sait se défendre. La France, avec l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Union européenne, dispose de l'arme nucléaire de dissuasion. Les autres pays ne l'ont pas. Nous avons des armées totalement différentes en Europe. Beaucoup d'entre elles sont équipées avec des matériels qui ne sont pas européens, qui ne sont pas français, qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Je pense aux avions belges, par exemple. Aux avions belges. Je pense, ils ont des F-16, alors que nous, on a des Rafales, on a encore quelques Mirages qui doivent être... Et ces trucs-là ne sont pas interopérables, ces appareils-là, et ces matériels. Et je pense les canons, les obus. On a vu... On est retourné à la guerre en Ukraine, avec une guerre de position... On a dit une guerre d'un autre temps, finalement, une guerre de frontières. Une guerre de frontières, une guerre presque de tranchées, où on tire des obus en permanence sur les lignes adverses. Et les Ukrainiens, ils ont un obus quand les Russes en tirent 30. Donc voilà, parce que nous, on n'avait plus de budget défense dans beaucoup de pays. La France consacre presque 3% de son PIB à la défense. On a oublié finalement ce que vous disiez à l'instant, Éric Laurent, le sacrifice des soldats alliés il y a 80 ans. Et à vivre dans la paix, bien finalement, on n'a pas vu venir la guerre. Non, et puis on s'en est éloigné, on s'est dit il n'y aura plus jamais de guerre. Et donc quand on n'a pas de guerre, pourquoi entretenir une armée ? C'est le choix qui a été fait dans certains pays. La France a toujours fait le choix de maintenir une armée, et nous sommes capables, en France, de déployer une armée sur l'ensemble des théâtres opérationnels. C'est-à-dire on a une armée qui couvre l'ensemble des spectres. On a de la marine, on a de l'aviation, on a de l'armée de terre. On est capable d'intervenir dans tout type de configuration avec une terrestre armée ou qui maritime. A quand même perdu depuis quelques années. Là encore, en temps de paix, on a réduit un petit peu les budgets, etc. Alors, Emmanuel Macron a fait augmenter le budget de la défense depuis plusieurs années de manière assez considérable. Et donc ça, c'est dans le cadre d'un plan de modernisation des armées pour aller vers 3% du PIB consacré à la défense. L'enjeu en Europe, un des enjeux qu'on porte, nous, dans ces élections, c'est d'être en 2025 à 2% de PIB pour chaque pays européen, parce que la défense
de chaque pays, c'est aussi la défense de l'Europe globale, et puis d'aller en 2030 à 3% du PIB. Mais il faut aussi que ce soit de l'armement européen, il faut travailler ensemble, standardiser, rendre homogènes les armements pour qu'il y ait de l'interopérabilité et qu'on ne soit pas dépendant, de matériel qu'on achète ici ou là-bas, et en cas de conflit, que les ruptures d'approvisionnement se fassent. Voilà, c'est un des enjeux de l'Europe de demain. Et ça nous ramène aussi plus de 80 ans en arrière avec le général de Gaulle et la mécanisation de l'armée. Il n'avait pas été tellement écouté à l'époque. Non, effectivement, il y a des personnes qui sont visionnaires, et quand elles sont trop visionnaires, on ne les écoute peut-être pas ou on ne les croit pas. Le général de Gaulle avait sa vision, effectivement, c'était ce qu'on appelait... il était dans la cavalerie, lui. Donc, d'abord les chevaux, et après ça a été les chars, mais il avait sa vision de la défense, comment il fallait la structurer. Emmanuel Macron a exposé sa vision de l'Europe. Il a eu raison en 2017. L'intégralité de ce qu'il a dit, c'est quasiment produit. C'est quasiment produit. Une vraie souveraineté, je reprends l'exemple que nous poussons, la souveraineté sur les médicaments, sur la recherche sur les maladies les plus impactantes. Les médicaments, on a connu des pénuries de Doliprane et d'antibiotiques. Pourquoi ? Parce que là aussi, la production, c'était moins cher, on a laissé filer. On a produit beaucoup de médicaments en Inde, et quand les chaînes d'approvisionnement sont rompues, on se trouve démunis. Donc là aussi, la souveraineté de la France et de l'Europe, c'est de réinternaliser ces productions, au même titre que de produire les batteries. On a un certain nombre d'annonces qui ont été faites ces dernières années sur les batteries électriques, parce que l'enjeu, en 2035, c'est la fin des moteurs thermiques neufs. Oui, tout à fait. Avec quand même une interrogation. Alors, est-ce qu'on aura assez d'électricité pour recharger nos voitures ? Alors, dans une autre vie, vous avez été en charge, j'allais dire, en tout cas d'une entité qui distribuait l'électricité. Voilà, qui distribuait l'électricité. En Bretagne, notamment. On peut le dire Enedis, en l'occurrence. Non, mais bien sûr, Enedis, RTE et les producteurs d'énergie travaillent pour qu'il y ait suffisamment d'électricité. Et l'électricité de demain, ce sera le nucléaire existant et du nouveau nucléaire. Et en Europe, on doit travailler en partenaire avec le nouveau nucléaire, et notamment sur des réacteurs de plus petite taille qui pourront être adossés à une grosse entreprise. Voilà. On va avoir Flamanville qui va démarrer d'ici quelques semaines maintenant. Mais ce ne sera pas que ce modèle-là. D'ailleurs, d'autres centrales sont à concevoir et à installer en France d'ici 2030, 2040, 2050. L'électricité... Les acteurs du marché de l'électricité, les électriciens, aussi bien producteurs que transporteurs et distributeurs, travaillent d'arrache-pied pour qu'elle soit disponible en quantité nécessaire. Il faut aller aussi sur la recherche, Éric Laurent. On a un petit peu oublié dans ces élections européennes le côté recherche, innovation. On a beaucoup parlé finalement de l'IA, la fameuse intelligence artificielle, mais si on parle d'énergie concrètement, on a aussi de la recherche sur la fusion nucléaire. Alors ces recherches-là, elles continuent. On a ITER, où on travaille de longue date. Le jour où on arrivera à la fusion, on aura une énergie a priori abondante et extraordinairement abondante. Dans l'immédiat, ce qui importe, c'est qu'on puisse développer du renouvelable, parce que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, c'est un moyen de produire rapidement de l'électricité. Les délais de construction de parcs éoliens ou de parcs photovoltaïques sont considérablement plus courts que le délai de construction d'une centrale nucléaire. Donc c'est pas le même pas de temps. Non. Donc il faut développer le renouvelable pour le moment et développer en parallèle le nucléaire, mais qui va prendre un peu plus de temps. Les deux sont absolument nécessaires. Et ceux qui disent que l'éolien faut arrêter racontent n'importe quoi aux Français. Ils ne maîtrisent pas le dossier, c'est dogmatique. Ils disent on va tout faire avec le nucléaire. On va faire avec le nucléaire ce que l'on pourra faire. On a eu une difficulté les 2 années dernières avec de la corrosion sous contrôle dans un certain nombre de centrales nucléaires. On a un projet de construction de centrales nucléaires important désormais qui est acté et qui va demander un certain pas de temps pour le faire. C'est normal. Il y aura des réacteurs de petite taille qui seront développés. Il y a de l'innovation dans ce domaine. Pas mal d'entreprises qui y travaillent. C'est indispensable. Et il faut développer en même temps le renouvelable en mer, le renouvelable sur terre là où c'est possible et dans de bonnes conditions de concertation. Mais il faut que chacun comprenne que les deux sont nécessaires et les deux sont, au-delà d'être nécessaires, ils sont indispensables.
Alors, deux questions sur les voitures électriques, parce que finalement, ça nous ramène aussi à l'Europe et à l'économie. Première question, c'est là aussi la géopolitique. On sait que la Chine maîtrise des terres rares et un petit peu la main sur la chose et lorgne un peu vers notre nickel. On dira un mot de la Nouvelle-Calédonie dans un instant. Et puis aussi le protectionnisme. On voit que la Chine inonde un peu le marché européen de voitures chinoises, alors qu'on voit qu'ils sont taxés à 15%, vous me corrigez si je dis une bêtise, alors que les États-Unis, par exemple, les taxent à 100%. Voilà. Alors, il y a un enjeu majeur pour l'Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est la souveraineté. On a commencé à l'installer dans le dernier mandat. On a fait un certain nombre de choses, notamment une taxe carbone aux frontières, qu'il va falloir étendre parce qu'elle est limitée à un certain nombre de produits, mais qu'on va étendre à d'autres produits. C'est ce que nous voulons, ceux qui sont actifs au Parlement européen, et notre liste, nous sommes actifs et nous faisons avancer les choses. Cette taxe carbone aux frontières, il faut la mettre à notre crédit. Il faut la mettre à notre crédit. D'autres ne l'ont pas votée, qu'ils assument chacun. Mais il y a taxe carbone aux frontières. On mène des enquêtes, l'Union européenne mène des enquêtes sur les produits qui arrivent de Chine, notamment les véhicules électriques, mais aussi des volontés de déploiement de parcs de production photovoltaïque. D'ailleurs, une entreprise chinoise qui portait un projet, je crois que c'est en Roumanie, elle l'a retiré parce qu'elle a senti venir le vent de l'enquête. Et donc on sait qu'il y a des subventions de l'État chinois à un certain nombre d'entreprises. Et ça, c'est une attaque frontale au droit de la concurrence. C'est une forme de colonisation, pardonnez-moi le terme, mais de notre économie. Oui, par l'économie, mais les Chinois, ils rêvent que d'un truc, ce qu'on appelle les routes de la soie, et puis étendre leur commerce le plus loin possible. Et le commerce avec des panneaux photovoltaïques, on voit bien comment la filière a été en 20 ans mise à mal en Europe. Avec des sociétés qui ont fermé. Avec des sociétés qui ont fermé. En Loire-Atlantique, entre autres. Mais parce qu'on n'était pas non plus sur la bonne place sur la chaîne de valeur. Quand on n'est plus qu'à la fin de la chaîne de valeur, dans l'assemblage des panneaux, je veux dire, tout l'amont est sur la valeur. L'aval, c'est uniquement de la production. Et là, on a aussi manqué de... on a fait preuve d'une certaine naïveté pendant longtemps. Mais sur les véhicules électriques, effectivement, pour faire des batteries, il y a des terres rares, il faut de la ressource. Nous avons accès à des territoires et nous avons des accords commerciaux pour avoir aussi la France des terres rares. Et ces batteries, il faut les fabriquer en Europe. Donc, dans le nord de la France, il y a un certain nombre d'usines qu'on appelle aujourd'hui des gigafactories qui vont ouvrir. La semaine dernière, Bruno Le Maire était chez Bolloré à Quimper. 300 emplois dans la recherche et le développement. Et à terme, d'ici la fin de la décennie, ce sera 3000 emplois, pas sur notre territoire breton, mais plutôt dans la partie nord de la France. Une gigafactory, Bolloré, qui fabriquera des batteries pour les véhicules électriques. C'est ça la souveraineté. Et ça, nous avons voté pour, nous le portons. Et ça, c'est à mettre au crédit de la liste portée par Valérie Hayé et des 5 années que nous venons de passer au Parlement européen. Sur la taxation de ces véhicules, il faut que l'Europe soit plus coercitive. Ah mais tout à fait. Il faut regarder les choses de près dans les échanges commerciaux que l'on a avec un certain nombre de pays, et je pense en priorité à la Chine et aux États-Unis, et identifier les subventions perçues, les subventions d'État, et c'est là qu'il faudra taxer. Il n'est pas question de laisser faire l'entrée sur le marché français de véhicules chinois électriques à faible coût. Alors forcément, quand on regarde le porte-monnaie, c'est intéressant. Voilà, j'allais un peu opposer le pouvoir d'achat. Oui, mais quand vous regardez le pouvoir d'achat, ce véhicule n'est pas fabriqué en Europe. Donc, toute la chaîne de valeur, elle est en amont, elle est dans un autre pays, loin de l'Europe. Et donc, ce que l'on veut, c'est produire en Europe. Nos constructeurs européens sont décidés à produire. Il faut les accompagner pour que l'ensemble de cet univers électrique et véhicules, filière véhicules, puisse fonctionner. Et donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que la prime apportée pour l'achat d'un véhicule électrique, le leasing social qui a été fait début 2024, a rencontré en France un tel succès qu'il a fallu arrêter, qu'on va le redémarrer en 2025. Donc vous voyez que les Français sont prêts à s'engager, à faire des efforts. L'État fait des efforts, il ne fera pas tout. Mais on le fera avec nos amis européens, on ne le fera pas tout seul. Moi je redis cela, on ne fera rien en France tout seul, on fera avec l'Europe.
Alors il nous reste, bon an, mal an, 4 minutes, ça va aller très vite. Je voulais vous entendre, Éric Laurent, aussi sur un sujet qui vient percuter cette campagne électorale. Alors ça nous ramène encore à la France, mais la France d'au-delà des mers, oui. la Nouvelle-Calédonie avec les difficultés que l'on sait et les affrontements. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison d'aller en Nouvelle-Calédonie ? Je crois que le président a eu raison de s'y rendre pour rencontrer les acteurs politiques et économiques du territoire de Nouvelle-Calédonie. Ça nous ramène à des heures sombres à la fin des années 80 avec la grotte d'Ouvéa et les accords qui en ont découlé. L'ensemble de ces accords ont été mis en œuvre au cours des années. Maintenant, on arrivait à la dernière mise en œuvre de ces accords. Donc il y a une difficulté. Je crois que le président, en ce qui concerne le dégel du corps électoral, ça a été voté au Parlement et au Sénat. Il a souhaité temporiser sur ce sujet-là, le temps de reconsulter, de laisser du temps aux échanges avec l'ensemble des partis politiques. Mais il faut aussi que l'ensemble des partis politiques représentatifs des populations de l'île veuillent bien se mettre autour d'une table et discuter et trouver les éléments nécessaires à la paix, tranquillité sur l'île, mais aussi à son développement économique. Et puis, on n'est pas loin de la Chine. On sait qu'il y a un certain nombre de pays qui regardent pourquoi un territoire à 17 000 km, il est entouré d'un océan, et donc qui regardent ce territoire avec intérêt. La Chine veut récupérer Taïwan, peut-être qu'elle a des velléités, mais il n'y a pas que la Chine apparemment. L'Azerbaïdjan, voilà, alors c'est loin l'Azerbaïdjan aussi, mais... Sans doute la Russie. Mais voilà, donc ce territoire de Nouvelle-Calédonie, nous y sommes attachés, les habitants de Nouvelle-Calédonie sont attachés, il faut trouver la bonne formule. Il faut aller vers la paix et le dialogue. D'abord la paix et le dialogue. Moi je regarde la montre, effectivement, il nous reste 2 ou 3 minutes, allez, Stéphane Hamon. 2 minutes, nous dit notre réalisateur. Je tenais, en venant à votre invitation, en répondant à votre invitation, à inviter les auditeurs et les auditrices à aller voter dimanche 9 juin. L'abstention, c'est la pire des choses que l'on puisse faire dans une démocratie représentative. Nous avons la chance, en France, de rentrer dans un bureau de vote où on va trouver une pluralité de listes, et ça depuis tout temps, depuis que des élections ont été mises en œuvre en France et dans notre démocratie. Il y a d'autres pays au monde où il n'y a pas d'élection, par exemple, donc ça c'est simple, comme ça c'est réglé, je décide et c'est moi le chef, quoi, quelque part, je fais court. Et puis alors, il y a des pays plus pernicieux où il y a des bureaux de vote avec un bulletin de vote. En France, nous avons le droit de vote, nous avons le droit de nous exprimer. Et donc, ça laisse le choix à chaque électeur de choisir qui va le représenter. Il faut aller voter. Pour celles et ceux qui auraient choisi de faire autre chose le dimanche 9 juin et qui ne peuvent pas aller voter, nous, on peut se charger de le faire pour eux. Ils vont sur le site Besoin d'Europe. Et ils peuvent nous déléguer le soin de faire une procuration. Voilà. Et puis, moi, j'invite à voter pour Valérie Ayé, parce que c'est quelqu'un d'engagé, de courageux. Elle est courageuse, elle est compétente. Elle a travaillé pendant 5 ans pour arriver à un certain nombre d'accords qui ont permis de faire avancer, de transformer l'Europe. Et je suis convaincu que dans les 5 années qui viennent, elle continuera avec la même ardeur, le même engagement. Et donc, je dis, moi, le 9 juin, il faut voter Besoin d'Europe, il faut voter pour Valérie Ayé. Le message est donc passé, puis se méfier des fake news aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais elles sont assez légion sur les réseaux. Voilà, c'est important d'en dire un petit mot. Merci infiniment Éric Laurent d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de Renaissance dans les Côtes-d'Armor et que vous coordonnez aussi la campagne pour les différents, alors je ne sais pas si on peut dire courants, partis de la majorité. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Stéphane Hamon et je souhaite aussi une bonne journée à vous et aux auditeurs de Bretagne 5. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.